I can see it in your eyes. You have the look of a man who accepts what he sees because he is expecting to wake up. Ironically, this is not far from the truth. Do you believe in fate, Neo? No, Why not? because I don't like the idea that I'm not in control of my life. I know exactly what you mean. Let me tell you why you're here. You're here because you know something. What you know you can't explain, but you feel it. You felt it your entire life, that there's something wrong with the world. You don't know what it is, but it's there, like a splinter in your mind, driving you mad. It is this feeling that has brought you to me. Do you know what I'm talking about? The Matrix. Si je vous dis Matrix, vous me répondez scène d'action aérienne, costume noir, Neo, Morpheus, les machines, la scène où il évite les balles, la réalité simulée et quelques autres images. Matrix est un film culte dont nous avons presque toutes et tous au moins une référence, même sans l'avoir vu. Le film a marqué un tournant dans l'histoire de la pop culture. Réalisé en 1999 par les Wachowski, le film a été cité et parodié dans un nombre gargantuesque d'œuvres en tout genre, confirmant un peu plus à chaque référence son caractère d'œuvre culte. Mais son influence ne s'arrête pas là. Au même titre que Shakespeare a laissé plusieurs mots et expressions dans la langue anglaise, voire dans d'autres langues, Matrix a donné au conspirationnisme contemporain certains de ses éléments de vocabulaire les plus importants, voire certaines de ses idées. You know this steak doesn't exist. I know that when I put it in my mouth, the Matrix is telling my brain that it is juicy and delicious. After 9 years, you know what I realize? Ignorance is bliss. Human beings are a disease, a cancer of this planet. You are a plague. I hate this place, this zoo, this prison, this reality, whatever you want to call it. I can't stand it any longer. It's the smell, if there is such a thing. I feel saturated by it. I can taste your stink. And every time I do, I fear that I've somehow been infected by it. It's repulsive. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Rejet de la société, animalisation de ses contemporains, sentiment d'enfermement dans ce monde, doute de la réalité et la célèbre pilule rouge sont des éléments récurrents dans les discours complotistes. L'expression pilule rouge a même donné son nom à un documentaire conspirationniste en 2016. Le terme est même utilisé par des personnalités telles qu'Elon Musk ou Ivanka Trump. L'histoire de Matrix fait figure d'hypothèse du complot ultime. Au-delà des événements qui ont fait l'histoire ou font l'actualité, des sociétés secrètes qui régiraient le monde, des extraterrestres qui auraient créé l'humanité, avec ce film émerge une idée plus vertigineuse. Notre réalité, la réalité, ne serait qu'une création et serait donc fausse. Ce que nous mangeons ne serait pas réel, ce que nous buvons ne serait pas réel, nos vêtements, les odeurs, les sons, tout ne serait qu'une gigantesque simulation. Pourtant, Matrix n'est pas la première œuvre à aborder le thème d'une réalité artificielle ou simulée. L'auteur de science-fiction Philip K. Dick a utilisé ce sujet à de nombreuses reprises, et dans une moindre mesure, les romanciers Douglas Adams, William Gibson, Christopher Priest ou Greg Egan s'en sont servis.
Le cinéma n'est pas en reste, en particulier à partir des années 90, Total Recall, Dark City, Truman Show, Dark Drive, Passé virtuel, ou la même année que Matrix, Existence. La réalité simulée n'est pourtant pas la seule interprétation faite de Matrix. Si le thème est frontal, d'autres thématiques ont été vues entre les lignes. La question philosophique du libre arbitre, la question du militantisme, de la liberté, de l'utopie, une allégorie de la caverne de Platon, l'opposition au totalitarisme, ainsi qu'une ode aux luttes des minorités, qu'elles soient de race, de classe ou LGBT. Chaque vision du film a ses arguments, son interprétation. C'est un trait de caractère commun aux œuvres riches, en propos ou en images, d'être le terrain de nombreuses interprétations. Mais si l'on se sert de l'artiste pour comprendre l'œuvre, c'est la question des minorités qui semble ressortir. Matrix a été réalisé, si l'on en croit le générique de fin du film, par les frères Wachowski. Aujourd'hui, il faut parler des sœurs Wachowski. Lily et Lana ont toutes les deux fait leur coming out trans quelques années après le film. Pris dans l'intégralité de leur œuvre, figurant des personnages qui ne restent pas à la place qui leur est assignée, faisant de leur différence une force, s'opposant à un ordre autoritaire pour ne pas dire réactionnaire, la lecture métaphorique du militantisme LGBT apparaît alors comme une évidence. Une évidence confirmée récemment par Lana Wachowski. Une évidence laissant aussi sa place à d'autres lectures. Alors pourquoi est-ce principalement l'idée d'une réalité artificielle qui est restée ? Parce que c'est le thème le plus flagrant ? Est-ce vraiment un thème ou un outil de narration ? Un décor ? Un prétexte ? Pris au premier degré, c'est un thème. Mais utilisé comme une métaphore, la réalité simulée de la matrice prend un tout autre sens. Nous serions-nous arrêtés à la façade ? Il n'est pas rare, après tout, qu'une œuvre soit perçue différemment, voire à l'inverse de l'intention de son créateur. Fight Club est une dénonciation de la masculinité toxique et du cynisme à outrance. Pourtant, aujourd'hui, le film est cité hors contexte, sans tenir compte de l'hypocrisie ou de la médiocrité de ses personnages, comme un mantra d'autocomplaisance cynique et ou viriliste. Le roman Lolita de Vladimir Nabokov, interprété comme un fantasme pervers et pédophile, alors que son auteur a répété à plusieurs reprises que la très jeune protagoniste ne cherchait rien et que ce sont les adultes qui la sexualisaient. Le premier Rambo n'est pas une idéalisation du militaire patriote, mais une critique de la société hypocrite qui abandonne ses vétérans une fois la guerre finie, et comment ces vétérans ont été formatés à devenir des machines à tuer incapables de fonctionner autrement. Et c'est sans compter les personnages principaux idéalisés, pris en exemple ou érigés en icônes, alors qu'ils ont été écrits dans une optique négative, sinistre, voire péjorative. Rick de Rick et Morty, Tyler Durden de Fight Club, encore, Rorschach de Watchmen, Travis Bickle de Taxi Driver, ou encore Tony Montana de Scarface. Ces personnages ont été écrits avec une idée en tête. Ils peuvent incarner un concept, être métaphoriques. Ils sont porteurs de sens. Mais ce sens diffère d'un spectateur à l'autre. Nous ne leur attribuons pas toutes et tous le même sens, la même symbolique. Notre lecture va parfois à l'encontre des intentions de leur créateur. Admirer, encenser, idolâtrer ces personnages ferait de nous, fans, des personnes qui n'auraient pas compris les œuvres concernées ? Ou alors nous attardons-nous d'abord sur la forme ? Le personnage est violent ? Oui, mais il a du style. Il est cynique ? Il n'a pas totalement tort. Il est insultant, il a du ressenti face à cette société. J'ai du ressenti face à cette société. Et puis je vois ce que je veux, non ? Une œuvre a autant de vie qu'elle connaît d'interprétation. Si encore aujourd'hui nous lisons et utilisons Shakespeare, c'est parce que nous trouvons toujours du sens à ses œuvres. Si nous ignorons le sens que mettait l'auteur dans ses pièces, ce n'est pas toujours le cas d'œuvres contemporaines. Tous les auteurs et autrices ne s'expriment pas ouvertement sur leur travail. Mais en prenant une œuvre dans une globalité d'autres œuvres, il apparaît alors possible de distinguer des questions, des thématiques, et plus généralement un propos chez les créateurs et créatrices.
Alors, est-ce que nous, public, comprenons de travers ? Les œuvres de fiction sont des œuvres narratives, des histoires. Certaines sont riches de sens, nous révélant toujours plus à mesure qu'on les redécouvre. D'autres n'abordent que peu de sujets, voire se contentent de les effleurer. On peut apprécier un film en ne s'attachant qu'à sa façade, sans tenir compte du fond ou des possibles messages qui se glissent entre les répliques, la mise en scène ou les symboles. De même qu'à l'inverse, une œuvre peut donner l'illusion de porter un message tout en restant une coquille vide. La fiction, qu'importe son format, est pensée en termes de fond et de forme. Il est possible de ne s'attacher qu'à un seul de ces deux éléments pour apprécier une œuvre, mais ce à quoi nous nous attachons est révélateur de ce à quoi nous sommes sensibles. Nous sommes parfois plus attachés aux images qu'à leur sens. Quand nous ne projetons pas nos désirs sur d'autres images, notre vision du monde se reflète dans ce que nous regardons, lisons, écoutons. Ceci éclaire un peu plus les différentes interprétations, surtout celles à contre-courant des œuvres de fiction. États-Unis, 1984. Lors d'une audition au Sénat contre plusieurs musiciens pour la violence supposée de leurs paroles, la démocrate Taper Gore attaqua tout particulièrement le groupe Twisted Sister pour leur titre Under the Blade, sous la lame. Elle dénonçait des textes sadomasochistes morbides dans une musique à l'époque accessible au grand public. Dee Snider, le leader du groupe présent à cette audition, se défendit. Songs allow a person to put their own imagination, experiences, and dreams into the lyrics. People can interpret it many ways. Ms. Gore was looking for sadomasochism and bondage, and she found it. Someone looking for surgical references would have found it as well. Under the Blade faisait en réalité référence à une opération de la gorge subie par un des guitaristes du groupe. Mais Twisted Sister était un groupe de hard rock dont le succès ne plaisait guère aux associations chrétiennes et familiales proches de Taper Gore. Cette volonté de trouver ce que l'on cherche à tout prix porte un nom, le biais de confirmation. Le biais de confirmation est avant tout utilisé dans le rapport aux informations. Qu'il s'agisse de la volonté de ne chercher des informations qu'auprès de personnes ou de médias qui nous sont proches idéologiquement, ou de ne retenir d'une information que ce qui nous intéresse. Les médias, au-delà de leurs revendications, ne sont pas objectifs. Mais ils peuvent tendre vers l'objectivité, notamment par l'honnêteté. On peut militer pour un bord politique tout en reconnaissant ses limites, ses impasses ou ses défauts. Aujourd'hui, le flux de l'information est ininterrompu. Une nouvelle en chasse une autre, qui en chasse une autre, qui en chasse une autre, qui en chasse une autre. Un cycle interminable au rythme effréné. Ce contexte est encore plus favorable au biais de confirmation. On se rattache rapidement à une poignée de médiums d'information ou de personnes de confiance, souvent publiques, pour se renseigner. Notre milieu social, notre niveau d'études, notre parcours au sens général du terme, nous oriente vers tel ou tel magazine, journal, blog, chaîne YouTube, radio ou podcast. Nous pouvons faire le grand écart, et dans une faim insatiable d'informations, suivre un large nombre de sources différentes. Mais en faisant ainsi, nous perdons beaucoup de ces mêmes informations. En particulier si l'on accorde un moment pour lire un article ou écouter un podcast qui prennent le temps d'aborder un sujet. La vitesse de l'information va à l'encontre du temps nécessaire à traiter cette même information. Réduire le nombre de sources, c'est s'exposer à un plus grand risque de biais de confirmation. La diversité des sources est nécessaire pour ne pas verser dans le point de vue unique. Ce risque est accru aujourd'hui avec les algorithmes. Twitter, Facebook, YouTube et bien d'autres sites ou plateformes utilisent des algorithmes pour définir les goûts d'un utilisateur ou une utilisatrice afin de l'entraîner à rester toujours plus longtemps et de toujours plus consulter. Pourtant, prendre du recul reste indispensable pour traiter une information noyée au milieu des écrans, des formats, des médiums et des voix. On a un train de retard, mais on réduit le risque de se tromper de gare. Consulter une information sur un médium précis poussera l'algorithme à ne vous proposer que des médiums similaires, même si ce n'est qu'une fois, même par curiosité. Les pubs sur internet sont ciblées et vous sont proposées selon ce que vous consultez. L'information subit le même traitement. Et consulter la même source nous entraîne à consulter la même source, qui nous entraîne à consulter la même source, etc.
Le terme de guerre de l'information n'est pas nouveau, ou plutôt sa réalité n'est pas nouvelle. Dans l'art de la guerre, Sun Tzu évoque déjà l'utilisation de la rumeur. Et les siècles qui suivent voient également l'information, qu'elle soit vraie ou fausse, comme un champ de bataille. La désinformation est une arme, ou un outil si on souhaite atténuer la force de son appellation. Aujourd'hui, l'information n'est plus un champ de bataille, elle est devenue un marché. Concurrence, compétition, exclusivité, le marché de l'information ne connaît plus de limites. La concurrence étant rude, il faut être le premier sur l'information. Toujours plus vite, si possible, capter le présent. Capter l'information au moment où elle se produit. L'information se fait donc à chaud, immédiatement, sans prendre le temps nécessaire de vérifier tous les éléments. Exit alors le doute ou la remise en question. La rapidité ne peut se faire que dans l'affirmation. Une affirmation parfois déguisée en question, mais l'impact reste le même. Dès qu'un événement se produit, les chaînes d'information ne sont pas les seules à immédiatement s'emparer du sujet. Les vidéos conspirationnistes explosent sur des plateformes vidéo, rapidement suivies par des billets d'humeur ou des articles de blog. Lors d'un événement tel qu'un attentat, nous nous empressons de chercher des informations à ce sujet, parce que nous avons besoin d'explications et de réponses. Les vidéos conspirationnistes promettant des explications, et pas seulement des faits, gagnent en visibilité grâce à leur rapidité. L'algorithme enregistre donc notre intérêt pour ce contenu, et nous suggère alors plus de contenus similaires, donc conspirationnistes. Il suffit d'une désinformation pour animer l'algorithme. La compétition fait du marché de l'information un espace sans règles. Mais paradoxe, imposer des règles à l'information serait déjà une façon de vouloir la contrôler. Et l'idée qu'un État définisse ce qui est vrai de ce qui est faux ressemble à une antichambre du contrôle de la réalité. Ce paradoxe fait du marché de l'information celui de la désinformation. Les peurs et les craintes du conspirationnisme évoluent avec les époques. Elles dénoncent les dérives scientifiques en parallèle des découvertes. Les technologies sont tout autant une menace qu'elles peuvent nous être utiles. Les épidémies remettent le lobby pharmaceutique en avant, quand les attentats terroristes nous rappellent l'existence de sociétés secrètes. Depuis quelques décennies, les peurs conspirationnistes se focalisent sur la potentielle mort du moi, de l'identité et la mort du réel. Les changements de mœurs nous apparaissent comme la menace de notre mode de vie. Et à l'heure du factice, du jetable et du militantisme à outrance, qui croire ? Que croire ? Le conspirationnisme peut être vu comme une façon de se rassurer en réimaginant le monde. Tel malheur est le fait de, telle catastrophe est la volonté de, tel événement est voulu par, comme un rejet du négatif ou de la menace sur un autre groupe, une autre personne. Mais le conspirationnisme nourrit ses propres craintes. Il s'enferme peu à peu dans sa vision, se rassurant au prix d'une inquiétude et d'une dénonciation perpétuelle. Il nourrit également ses propres craintes dans un but commercial. L'animateur Alex Jones, entre ses diatribes politiques, fait de la publicité pour différents produits. Il vend la solution aux problèmes qu'il présente. La société serait dévirilisée et affaiblie ? Alex Jones vous propose un cocktail pour ça. La chute de la civilisation et la guerre civile approchent ? Alex Jones a du matériel pour ça. En nourrissant, même involontairement, ses propres craintes, en dénonçant la désinformation d'un côté pour l'écouter de l'autre, en remettant en question jusqu'à certains faits, en rejetant parfois avec cynisme les avis contraires, le conspirationnisme s'isole dans sa propre vision du monde, de l'histoire, de l'actualité et des sciences. Avec son langage, ses codes, ses signes, le conspirationnisme finit par créer sa propre vision du monde, sa propre réalité, qu'il contrôle comme un créateur le ferait avec son œuvre. Les débuts du conspirationnisme reposaient sur la formulation et la dénonciation d'hypothèses du complot. Les Juifs, les francs-maçons, les Illuminati, la couronne d'Angleterre, Moscou. Avec le temps et l'accumulation ou la réutilisation des hypothèses, certaines ont eu un effet plus concret. S'enfermer dans sa vision du monde influe principalement sur la personne qui adhère à une vision conspirationniste du monde. Mais s'isoler de la réalité pour rejoindre la sienne est différent du contrôle de la réalité. Les causes qui nous poussent à adhérer à une hypothèse du complot sont nombreuses.
Mais la raison qui nous pousse à créer des hypothèses du complot ne relève pas d'un besoin d'explication de la complexité d'un sujet. La création d'une hypothèse du complot est un outil politique ou commercial. Il ne s'agit alors plus d'un enfermement dans une réalité que l'on a créée, mais bien de contrôler cette réalité. En 1978, le suprémaciste blanc William Luther Pierce publie sous le pseudonyme d'Andrew MacDonald le roman Les Carnets de Turner. Les carnets évoquent le renversement du gouvernement états-unien par une organisation juive. Le protagoniste principal, Earl Turner, est un militant blanc engagé dans une guerre de race, commettant assassinats, sabotages et autres formes d'attentats. Turner et son organisation finissent par voler des armes nucléaires, et l'épilogue conclut par la conquête du monde en 2099 par l'organisation à laquelle Turner appartenait. Le roman aurait pu rester un mélange improbable de science-fiction et de Mein Kampf, mais sa promesse d'un monde meilleur pour les suprémacistes blancs si ces derniers versent dans le terrorisme a entraîné des conséquences tragiques. Entre 1983 et 1984, un groupe appelé l'Ordre commet 3 meurtres ainsi que plusieurs actes de violence. Les membres citent les carnets de Turner comme inspiration, leur volonté étant de créer une guerre de race. En 1995, Timothy McVeigh remplit une voiture d'explosifs dans la ville d'Oklahoma City. L'attentat fait 168 morts et 680 blessés. C'est l'attentat le plus meurtrier sur le sol états-unien après les événements du 11 septembre 2001. Son acte ressemble trait pour trait à l'attaque terroriste du siège du FBI décrit dans les carnets de Turner. En 1998, l'afro-états-unien James Byrd est lynché à mort par John William King. Ce dernier venait de lire le roman. Avril 1999, David Copeland tue 3 personnes. 2006, Jacob Robida attaque un bar gay, tuant une personne avant de se suicider. 2015, Zach Davis tente de décapiter un dentiste d'origine indienne. Tous étaient des lecteurs des carnets de Turner. Les hypothèses du complot organisent l'apparent chaos du monde. Elles nous donnent une explication facilement accessible des sciences, de l'histoire et des événements. Elles pointent du doigt des responsables, des marionnettistes. Elles nous confortent dans nos intuitions, elles nous rassurent dans notre nihilisme défaitiste. Mais le chaos du monde n'est qu'une apparence de chaos. Le conspirationnisme n'est par conséquent qu'une apparence d'organisation. L'histoire, par exemple, s'explique par l'étude des conditions économiques, sociales, religieuses, politiques et même géographiques des lieux et des époques. L'absence de consensus n'est pas le synonyme d'une méconnaissance, mais de découverte et de redécouverte qui changent notre point de vue, le croisement des disciplines scientifiques entre elles ouvrant de nouvelles perspectives. Les événements qui font l'actualité reposent sur les mêmes fondations. Les sciences impliquent la compréhension de mécanismes ou de raisonnements complexes parce que prudents. La médiation scientifique simplifie certains de ces mécanismes pour les rendre plus accessibles. Parce que leur compréhension nécessite plusieurs années, et non parce que les gens seraient stupides ou incapables de comprendre. L'absence de contrôle conduit à un besoin d'ordre. Le rythme du monde, toujours plus rapide, les évolutions constantes, la complexité grandissante des sciences, la multiplication des canaux d'information et de divertissement, notre quotidien est un vertige. La frustration à l'égard de notre apparente impuissance sur ce qui nous entoure, le ressentiment de se sentir rien au milieu de tout, de toujours voir les autres en profiter et s'en sortir, le désenchantement face aux grandes idées qui n'ont pas fonctionné, qui sont devenues des cauchemars, le désenchantement à l'égard de la politique, terrain de jeu pour privilégiés qui ne se soucient de rien, tout nous pousse à organiser mentalement le monde selon des schémas rassurants. Rassurants, mais sombres, inquiétants, qui nous enferment dans un paradoxe perpétuel. Alors on réclame la transparence absolue de tout, jusqu'à l'abolition du mystère. On veut la lumière jusqu'à faire disparaître les ombres. Cette volonté, cette obsession de tout savoir, tout expliquer, de n'avoir plus aucun secret, n'est pas très éloignée politiquement des discours sécuritaires ambiants. Surveillance de masse, société du contrôle, paranoïa sécuritaire.
D'un côté, les discours portés sur une obsession sécuritaire qui implique la surveillance de toutes et tous au point d'abolir une forme de vie privée au nom de la défense, et de l'autre, une volonté quasi militante d'abolir le secret sous toutes ses formes, appelant à la révélation de tout. L'une est étatique, l'autre cible l'État, ou toute forme d'institution. Mais elles sont les deux facettes d'une même pièce, marquées politiquement à droite. Très à droite. Pourtant dénonciateur du totalitarisme par la manipulation et le mensonge, le conspirationnisme, dans certains de ses courants, est lui-même porteur d'une forme de totalitarisme. Le conspirationnisme puise dans les idées réactionnaires occidentales. Connexion avec l'extrême droite et les milieux antisémites, division manichéenne du monde, ainsi que certains éléments de langage, inscrivent le conspirationnisme sur une carte politique. Un de ces éléments de langage les plus parlants quant à cette influence réactionnaire, celui de la lumière et des ténèbres. Il est souvent question de faire la lumière, toute la lumière, dans le discours conspirationniste. Si ce terme se retrouve également dans le vocabulaire journalistique, parfois historique, il est bien plus récurrent dans les hypothèses du complot. Et naturellement, son opposant est les ténèbres. Les mots employés contre les sociétés secrètes et autres créatures de l'ombre sont sataniques, démoniaques, vampiriques. Aziz, lumière! Mais à trop vouloir de lumière, certains insectes se grillent en se collant à l'ampoule. Dans un monde sans secret, sans mystère, où tout n'est que lumière, nous prenons le risque de devenir notre propre ombre, nourrissant sans cesse un flux paranoïaque. Humans are narrative junkies. Peu importe l'époque, peu importe le lieu, nous nous sommes racontés des histoires. Des histoires terrifiantes, des histoires inspirantes, des histoires pour expliquer ce qui nous entoure, et des histoires mystérieuses. De longues histoires et de courtes histoires. Des histoires qui deviennent des légendes, des mythes, des mythologies. Les histoires nous bercent, nous forgent, nous accompagnent, nous fascinent, nous font peur ou nous font rire. Des histoires fédératrices, des histoires communes, des histoires à partager. Des histoires pour diviser, des histoires pour galvaniser. Des histoires qui enchantent ou réenchantent le monde. Des échappatoires à la réalité. Des embellissements de la réalité, des enlaidissements de la réalité. D'autres mondes, des univers parallèles. Notre humanité repose sur son rapport à la fiction. Nous avons besoin de narration. Les idées passent mieux au travers d'une narration. Les discours politiques sont des narrations. Le roman national est une façon pour un État de raconter sa version de l'histoire. Les hypothèses du complot sont des narrations. Le conspirationnisme est une narration. L'ufologie a puisé dans la science-fiction. Les protocoles des sages de Sion sont d'abord sortis en Russie sous la forme d'un feuilleton, et l'énigme de Rennes-le-Château a été fabriquée de toutes pièces par Noël Corbu. Le conspirationnisme imagine des monstres dans l'ombre, réorganise l'histoire et réinvente les sciences. Il embellit le brouillard opaque de la réalité d'un rideau fascinant, où l'on devine des silhouettes inquiétantes et pourtant intouchables, comme voir des formes dans les nuages. La pop culture a puisé dans la narration conspirationniste pour nourrir la sienne. Elle a trouvé des idées et des images toutes prêtes dans les hypothèses du complot, des ennemis déjà identifiés et suffisamment malléables pour en faire ce qu'elle voulait. La pop culture a repris les thèmes conspirationnistes, mais en les vidant de leur sens. Mais certaines images, utilisées et réutilisées jusqu'à l'usure, conservent malgré tout un sens ou une origine. En reprenant les hypothèses du complot comme narration de divertissement, la pop culture a fait connaître ces hypothèses au grand public. Mais ceci n'était qu'un effet boomerang. Le conspirationnisme a lui aussi puisé dans la pop culture. Pour le dire puérilement, c'est lui qui a commencé. Bien qu'apparu à la toute fin du XVIIIe siècle, le complotisme connaît son essor au XIXe siècle. C'est aussi l'époque qui voit naître les romans policiers et d'espionnage. Le roman policier se retrouve jusque dans la structure du conspirationnisme, avec ses criminels de l'ombre dépassant en compétence l'État et les forces de l'ordre, mais également son utilisation du twist, le retournement de situation supposé surprendre le lecteur. Le roman d'espionnage a lui implanté dans les esprits l'idée d'une guerre de l'ombre permanente et d'un État dans l'État, comme si les leaders mondiaux n'étaient que des pantins. Puis la science-fiction et l'ufologie, le thriller ésotérique et tout le reste. Si la fiction contamine le réel, elle nous déçoit également du réel. D'où le succès de la pop culture, moyen de s'échapper de la réalité
et celui grandissant du jeu vidéo qui nous permet désormais d'interagir avec ces mondes de l'imaginaire, d'être une autre personne, la personne que l'on veut ou que l'on aimerait être. Avec le thème de la réalité artificielle ou simulée, celui du quatrième mur et du méta, ce qu'il y a autour de l'œuvre, la pop culture a participé au brouillage de la réalité et de la fiction, mais en guise de divertissement. Les années 90 voient exploser la barrière entre réalité et fiction. C'est lors de cette décennie que sortent les films précédemment cités sur la réalité simulée. C'est également l'apparition de la télé-réalité. Son principe, enfermer des gens dans un lieu rempli de caméras et diffuser leurs moindres faits et gestes. Différentes tâches ou défis peuvent leur être assignés. Ce concept a fait la fortune de nombreuses boîtes de production, déclinant les concepts et les idées, les exportant à travers le monde. De vrais gens, filmés en continu. Pourtant, quelques voix s'élèvent peu à peu. On commence à parler de montage, de mise en scène, et les premières personnes à avoir été candidates racontent comment des membres de la production montent les personnes les unes contre les autres afin de créer des tensions, ou à l'inverse des alliances, voire des histoires plus intimes. Ironie de son nom, la télé-réalité se révèle être une vision de la réalité, dont on ne voit que quelques angles choisis, quelques bribes découpées, quelques scénettes pas si réelles que ça. Une mise en scène de la réalité, une narration. La décennie 1990 est riche de thématiques qui vont nourrir le conspirationnisme. L'époque ira jusqu'à légitimer les hypothèses du complot à travers le film à succès Complot, sorti en 1997. Le film représente Mel Gibson, chauffeur de taxi paranoïaque et auteur de micro-publications conspirationnistes. On y parle de MKUltra, de la manipulation de la météo au travers du projet HARP, d'État dans l'État et d'Hommes en noir. Tout ce qui est dit, les hypothèses du complot les plus folles sont confirmées dans le film. C'est le plus gros succès cinématographique de l'année 1997. En 2003, le chercheur en sciences politiques Michael Barkun observe que ce film a popularisé auprès du grand public des idées conspirationnistes jusqu'ici plutôt confinées à l'extrême droite. Mais ce n'est pas tout. Cerise sur le gâteau ou dernier clou du cercueil, un dernier élément, voire un pilier de la pop culture, va venir nourrir le conspirationnisme. Quelques notes célèbres, de personnages tout aussi connus, la série X-Files n'a pas fini de marquer la culture populaire. Encore aujourd'hui, elle fait l'objet de références et de parodies dans de nombreux films, séries, vidéos internet, bandes dessinées, etc. La série est un condensé des thèmes conspirationnistes depuis les années 50. Extraterrestres, paranormal, complicité des autorités, locales ou nationales, mensonges gouvernementaux, manipulation génétique, hybridation humain-alien et société secrète. Tout est là. Mais X-Files ajoute un élément, le personnage du conspirationniste. Et dans la série, ce personnage est un personnage positif, central. Il donnera même lieu à un spin-off, une série parallèle, The Lone Gunman. Si aujourd'hui ces thèmes nous paraissent un peu classiques et que le personnage du conspirationniste a perdu de son image positive, il faut croire qu'à l'époque où la série est diffusée, la lassitude ne s'est pas encore installée. Se pourrait-il que ce succès soit dû à son caractère explicitement fictionnel, nous autorisant à adhérer à cette narration du complot car elle se présente justement comme explicitement fictive, comme une histoire et non comme un fait. Les hypothèses du complot sont des récits qui peuvent nous plaire tels quels, mais qui semblent encore plus populaires sous la forme de fiction, de création, d'histoires inventées. Le créateur de X-Files, Chris Carter, est un amateur de science-fiction, de fantastique et de polar depuis l'enfance. Mais il n'est pas conspirationniste. Les hypothèses du complot sont souvent de bonnes histoires. Parce qu'elles sont bien écrites, parce qu'elles nous plaisent, nous attirent, nous amusent, nous intriguent. Même les hypothèses du complot qui peuvent nous apparaître les plus fantaisistes ne sont pas éloignées d'histoires déjà racontées sous d'autres formes. Les Reptiliens de David Icke, la série V, près de 10 ans plus tôt, présentait déjà des extraterrestres reptiles déguisés en humains. Inconsciemment, X-Files a marqué les esprits et légitimé plusieurs hypothèses du complot alors qu'elle ne faisait que les transformer en outils de fiction.
Les institutions officielles, les autorités, nourrissent elles aussi le conspirationnisme. Lors d'événements difficiles, d'affaires d'État, de scandales, la communication officielle ou le manque de communication crée des zones d'ombre qui favorisent les hypothèses du complot. Dans le silence d'État, grandissent les murmures conspirationnistes qui comblent un vide insupportable. Dans les absences de lumière sont tapis les monstres imaginés par le complotisme. Le conspirationnisme, dans son besoin d'expliquer le monde, croit à la volonté, que tout est voulu. Une communication maladroite, le cynisme d'État, la langue de bois politique et les affaires étouffées qui finissent par ressortir sont comme des déchets formant le compost qui fertilise les hypothèses du complot et font gagner au conspirationnisme son succès. Le faux a toujours servi d'outil ou d'arme politique. La rumeur, le mensonge, le parjure, le faux document, la propagande ou la diffamation sont récurrents dans les coulisses ou sur le devant de la scène politique, et ce, depuis l'Antiquité. Que l'on ait besoin de se créer un adversaire ou d'en décrédibiliser un, fabriquer un événement, raconter une histoire qui correspond à sa vision, une idée a beaucoup plus d'impact si elle est servie par une narration. Les nations elles-mêmes utilisent la narration pour appuyer leur pouvoir, asseoir leur existence ou renforcer leur image. Avec la montée du nationalisme vient la volonté de raconter son pays, sa création, ses réussites, ses forces. Les musées historiques participent à la narration d'un pays. Comment ce dernier est évoqué dans les discours politiques, quelles figures sont mises en avant dans les établissements scolaires et les noms de rues. Certains partis ou groupes politiques, qu'ils soient ou non au pouvoir, font usage de façon récurrente au roman national, à leur roman national. Et si l'État peut définir sa vision de l'histoire, il peut en être de même concernant d'autres notions, comme la réalité. Aujourd'hui, le sujet polarise de nombreuses voix, et l'idée de loi pouvant sanctionner le mensonge a de quoi inquiéter. On peut avancer l'idée qu'une loi se conçoit de façon à protéger, et non à conférer un pouvoir, qu'un État agit pour sa population. Mais l'État n'est pas fiable et pratique la désinformation. Même au sommet de l'État, on peut nier la réalité. You are fake news. Le terme est désormais incontournable. Il est passé dans le langage médiatique courant. Pourtant, l'usage qui en est fait est déjà un détournement de sa première utilisation. Lorsque l'ancien président Donald Trump dit « fake news », il ne parle pas de désinformation, d'éléments faux contre lui qui auraient été présentés comme des faits. Il est précisément en train de faire l'inverse. Lorsqu'il dit « fake news », il qualifie de faux des faits établis le concernant, diffusés par des journalistes pendant la campagne. Fake news n'est pas une expression pour parler de désinformation. Elle est la désinformation. Il n'est donc plus question de convaincre, d'argumenter ou même d'échanger, puisque les preuves peuvent se nier aussi facilement. Les idées pouvaient déjà l'être par mauvaise foi ou mépris. Mais désormais, ce sont les éléments prouvés, attestés, les faits, qui peuvent être explicitement niés. Il n'est plus question de débattre, car il n'est plus possible de débattre. La réalité détruite en quelques mots réutilisables aussi facilement qu'un slogan, les échanges ne sont plus possibles. Au mieux, il s'agit d'un face-à-face d'idées qui ne s'écoutent plus. Le fait qui gêne est écarté, rejeté, nié. La réalité est un fait. Nous la voyons à travers différents filtres. Filtres de classe, de race, de genre, d'orientation politique. Des filtres fabriqués dès l'enfance, d'autres façonnés plus tardivement dans nos vies. Des filtres éphémères et d'autres permanents. Ces filtres sont plus qu'une simple paire de lunettes. Ils ont été construits, année après année, par notre milieu, notre parcours, ce que nous avons connu et traversé et comment nous l'avons connu et traversé. Mais nous regardons le même paysage, les mêmes personnes, les mêmes événements. Nier la réalité, c'est nier le lien qui existe entre nous. Nier la réalité d'une personne, c'est nier son humanité. Il ne s'agit pas de contredire sa perception de la réalité, sa façon de la voir et de retranscrire ce qu'elle voit, qui font partie des débats, des discussions ou des échanges. Nous changeons nos filtres à travers les années, en essayant parfois ceux des autres ou en se débarrassant de quelques-uns qui nous encombraient. Mais venir explicitement nier la réalité d'une personne, lui dire « ce que tu as vécu n'existe pas, ce qui fait partie de toi, cette partie de toi n'existe pas », revient à lui dire « tu n'existes pas en tant qu'être humain ».
Au carrefour du nihilisme, du fascisme, du fanatisme et de la réinvention du monde, le conspirationnisme, dans sa forme la plus extrême, est une négation de l'autre. Tout comme le nihilisme n'accorde pas d'importance à la vie, le fascisme ne croit pas en l'humanité de certaines personnes, le fanatisme ne croit pas qu'une idée opposée soit valable. Le fanatisme ne tolère aucun autre filtre que le sien, aucune autre humanité que la sienne. Je suis, donc tu dois être, sinon tu n'es pas. Alors que nous reste-t-il ? Faire le choix d'une certitude illusoire, un pieux mensonge, ou assumer l'incertitude ? Accepter de ne pas avoir réponse à tout. Il n'existe pas de perception purement objective de la réalité, mais il est possible de déconstruire notre filtre. Pas dans un but de destruction, mais afin de comprendre comment il fonctionne. Nous voyons naturellement les couleurs différemment, de par la répartition des cônes et des bâtonnets qui captent les couleurs dans notre œil. Il en va de même avec la réalité. Déconstruire, décortiquer, analyser notre filtre n'est pas simple, et encore moins rapide. Mais c'est possible. Accepter le doute, tenter de comprendre la complexité de chaque chose et de chaque personne, admettre que l'on ne sait pas tout et que l'absence de réponse n'est pas une faiblesse. C'est une force de ne pas se réfugier dans son bunker de certitude et de faire face à ce que l'on ignore. Ne pas savoir, c'est aussi à découvrir. Il y a un cercle vicieux dans le besoin de tout expliquer. Pour avoir réponse à tout et tout le temps, il faut pouvoir s'adapter à toutes les possibilités, ce qui demande un système de pensée particulièrement complexe, ou à l'inverse, d'une simplicité déroutante. Monolithique, unicellulaire, comme une réponse absolue et universelle. C'est comme ça, et pas autrement. Déconstruire son filtre, c'est toucher à son identité, toucher à soi-même. C'est la possibilité de ne plus être soi. Derrière la peur de la disparition de soi, de voir son humanité disparaître, de finir robot, sans âme, vide, il y a le constat que les moules identitaires se craquellent. Certains ont même déjà été refaçonnés, réparés et bricolés afin de les maintenir un peu plus longtemps. Mais les failles apparaissent à nouveau, et il y a fort à parier que ces moules vont se briser à nouveau. Derrière la peur identitaire, il y a la peur de la disparition du normal. Mais le normal n'a jamais existé. Il a été construit. Les identités monolithiques, uniques, nous semblent anachroniques aujourd'hui. Elles sont archaïques et dépassées, en déconnexion avec notre monde actuel. On peut avoir la nostalgie du passé, mais s'enfermer dans cette nostalgie revient à vivre hors du présent. Là où on pouvait se penser en un bloc, celui de la normalité entre guillemets, il faut désormais se penser sous plusieurs formes, questionner plusieurs identités pour une même personne. Apparaît alors la peur de se construire soi-même, d'être responsable de soi. Le conspirationnisme nous déresponsabilise. Tout est voulu, et le fait d'une minorité puissante. Tout est écrit, tout est pensé, et c'est ainsi. Comme une volonté divine et toute puissante. Il ne reste plus qu'une seule action possible pour le conspirationniste, celle de dénoncer. Dénoncer l'imaginaire, imaginaire qu'il a choisi, c'est déjà se redonner un sentiment de contrôle. Mais c'est un sentiment de contrôle imaginaire, une illusion de contrôle. L'idée de déconstruction fait peur. On entend le mot destruction. On imagine finir en ruine, les morceaux éparpillés tout autour de nous. Être en ruine, c'est avoir été faible. Être en morceaux, c'est être fragile. Mais ce qui a été déconstruit peut être reconstruit. La déconstruction est l'occasion de se reconstruire. Et se reconstruire selon un autre schéma, celui qui nous plaît, et pas nécessairement celui qui figurait sur le manuel. Les vieux modèles ont prouvé que leur force n'était pas éternelle, quand elle n'était pas tout simplement une façade. Se penser sur un seul plan, c'est se perdre sur tous les autres. Autant nous construire comme nous voulons être. Nous n'avons pas plusieurs identités, nous sommes faits de plusieurs éléments qui constituent notre identité. Nous picorons déjà, ici et là, des codes, des éléments, des signes, un langage, des manières, des attitudes, des idées. Nous sommes en réinvention permanente, avec ce qui reste et ce qui change, nous adaptant au rythme du monde. Pluriel et kaléidoscope. Rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Marie Sklodowska-Curie.